Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, invité très spécial, monsieur Daniel Warin. Daniel, comment vas-tu? Bah écoute, on est en vie, donc tout va bien, quoi. Ça va, en pleine forme. En plus, grosse victoire de Mathieu Leto hier, donc ça va, on est content. Félicitations. Exactement, hein, victoire de Mathieu Leto Duclos à l'Hexagone, donc dédicace à lui. Daniel Warin, coach reconnu et même parfois pas à sa juste valeur, ça je tenais à le préciser, un petit peu même sous-coté. Il faut préciser quand même coach Anderson Silva, etc. Membre de la fine équipe, très important, ça faut le dire. Ah, ça faut le dire, ça. Voilà, c'est Membre de chaud la là, fine hein. équipe avec Gong et Cyril Diabaté. Donc voilà, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. On a prévu de Merci les tourner gars. plusieurs, voilà, et on a prévu de tourner plusieurs podcasts. Donc normalement, vous en verrez deux sur la chaîne. Le premier sur Benoît Saint-Denis, et après on va parler de Cyril Gann contre Sergei Spivak. Donc ce sera en deux parties. Et on est avec, comme d'habitude, Monsieur The Goat MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu? Salut à vous les gars, comment vous allez? Ça va Au très top. bien. Super, super, un plaisir d'être là. Donc voilà, donc le premier podcast sur Benoît Saint-Denis contre Ismaël Bonfim qui est prévu pour le 1er juillet. On parle de ça tout de suite après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Donc voilà, Daniel, l'annonce est tombée. Benoît Saint-Denis qui devait faire face à un adversaire dans un premier temps, l'adversaire qui a décliné l'offre, qui a décliné l'offre, je le comprends un petit peu. Et on se retrouve avec un Benoît Saint-Denis contre un Ismaël Bonfim, un gap au niveau de l'adversité. Dans un premier temps, toi, à l'annonce de ce combat, comment tu l'as pris et comment tu appréhendes ce combat, toi, en tant que coach? Écoute, moi je l'ai bien pris, hein. De toute façon, c'est un super challenge. Moi je trouve que au contraire, je veux dire, dans la vie, si tu veux avancer, il faut prendre les meilleurs. Je pense que Benoît, franchement, il a le niveau d'affronter ce gars-là. Nous, on n'est pas du tout impressionnés, hein. C'est pas parce qu'il met un KO d'un coup de genou sauté que voilà quoi. C'est pas pareil. Il va y avoir Benoît en face et là, on est là pour gagner. Donc très content parce que ça va être un combat engagé. Ça va être un combat très engagé et je pense que le public va beaucoup aimer et nous, on y va pas pour perdre en tout cas. Bah, c'est marrant que tu dises ça, puisque juste avant le tournage, avant que tu arrives, on en parlait avec Sigma. Et Ouais. Sigma me disait exactement ça. Il me dit il faut faire attention à la culture de l'instant. C'est pas parce qu'il a mis un coup de genou sauté que ça y est. Donc ça reste un adversaire très, très coriace, hein. Là, il me semble qu'il est en 2-0 à l'UFC. 2-0 à l'UFC. Sur son palmarès global, Ismaël Bonfim, alors j'ai plus son palmarès global, il doit être, ouais, il y a 19 victoires pour 19-3. 19 victoires pour 3 défaites. On a un Benoît Saint-Denis, lui, qui a 2-1 à l'UFC, dont une défaite dans la catégorie au-dessus contre un combattant qui était dopé. Donc un petit peu, donc une défaite qui est vraiment là, son étiquette à l'UFC, tout le monde le connaît essentiellement pour ça, hein, cette grosse guerre contre Dos Santos. Donc ça va être un combat équilibré. Moi, personnellement j'ai hâte. Je voulais te poser la question, donc maintenant on sait un petit peu comment tu as appréhendé ce combat. Au niveau du camp d'entraînement, on sait que Benoît Saint-Denis ressort d'une blessure. Une blessure, donc on l'a vu, hein, dernièrement dans le film RMC, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, puisque le film il rend hommage à Daniel Warin, à Benoît et à toute la team, donc c'est très intéressant de le faire, d'aller le voir. Mais dans ce film, on le voit, la blessure de Benoît Saint-Denis, elle t'a mis un coup derrière la tête. Elle t'a mis un coup derrière la tête, tu étais un petit peu sonné dans le sens où tu t'y attendais pas et ça a annulé son combat. Donc il y a eu des conséquences sportives, il y a eu des conséquences financières. Et donc, du coup, toi, comment tu as rebondi à tout ça et comment tu as préparé donc, enfin, comment tu as adapté ces entraînements à sa rééducation et comment tu prépares ce camp pour faire face aux Brésiliens le 1er juillet? Ah, déjà, c'est vrai que quand il s'est blessé, on arrivait en fin de camp et bon, il y avait déjà un très gros investissement. On avait été en Bulgarie, il était archi prêt et bon, il va s'entraîner en lutte dans la région parisienne et après il m'a dit qu'il se blesse. Donc déjà, franchement, je l'ai je l'ai mal pris parce que l'investissement était tellement grand que la déception était pareille, hein. Donc, je l'ai mal pris. Il m'a fallu beaucoup de temps pour digérer ça. Et donc, il a récupéré sa cheville. Ce qui a été positif, c'est que Benoît, il n'est pas resté à rien faire. En fait, il s'est fait opérer, mais il s'est quand même entraîné. Ce qui veut dire que quand il est revenu à Paris pour s'entraîner après l'opération, il était déjà bien physiquement.
et même techniquement. C'est-à-dire que comme il s'est bien reposé, parce que tu sais que quand tu t'entraînes trop, hein, du moins vous savez quand vous entraînez trop, à un moment l'information elle arrive plus à, tu satures au niveau information, pas seulement au niveau musculaire, au niveau fatigue, mais même au niveau information. Tu n'arrives plus à bien faire les mouvements parce il y a trop de choses. Et le fait qu'il se soit arrêté, il est revenu meilleur techniquement. Et et comme il s'était entraîné, il avait déjà une bonne base physique. Donc ça s'est enclenché tranquillement, quoi. Et Guillaume a fait un excellent travail par rapport à ça. Il a contacté l'UFC et ils l'ont rebooké quand même rapidement. J'ai été surpris. Je pensais honnêtement qu'ils allaient le rebooker seulement pour l'UFC Paris. Et en fait, ils l'avaient rebooké en mai, je crois, déjà, ou non, en juin. Et bon, ça s'est pas fait parce que, comment ça s'appelle, Pichel, il s'est blessé. Mais là, en juillet, bah, c'est parfait. On est super content, hein. Bah ouais, mais moi, on parlera peut-être de l'UFC Paris juste après, parce qu'on sait que bah, c'était le premier homme à avoir foulé l'UFC, enfin l'octogone de l'UFC en France. Mais juste avant, je voulais parler avec toi du camp d'entraînement. Tu as parlé de la Bulgarie sur le précédent combat. Est-ce que cette fois-ci, vous avez bougé? Je sais que récemment, Benoît Saint-Denis, il a déménagé, j'ai vu ça. Et aussi, il attend un heureux événement. J'ai vu ça à la nouvelle hier, il attend un enfant avec sa femme. Donc, du coup, est-ce que dans ce camp d'entraînement, tu as dû prendre tout ça en compte? Et est-ce que ça a été plus difficile que d'habitude? Il y avait peut-être beaucoup de choses en tête. Et est-ce que vous avez dû vous déplacer ou quoi aux caisses? Alors, ce camp d'entraînement, là, il a commencé un peu à Paris. Et après, il a déménagé à Bayonne. Donc, on est tous partis à Bayonne. D'ailleurs, même, comment il s'appelle, Mathieu, il est venu s'entraîner avec nous. Donc, oui, c'est un peu plus compliqué. Parce que, bon, faut pas se mentir, Bayonne, on n'a pas les sparring qu'on a en Bulgarie. Donc, la première semaine était un peu plus compliquée. Et là, maintenant, on a pris nos marques. Et ça se passe bien. On est à 6 feet. C'est une gym bon, on s'était déjà entraîné à l'époque, hein, quand Benoît avait combattu au Brave contre un Brésilien d'ailleurs qui s'appelle Santiago, Luan Santiago. Donc là, il a déménagé, on est tous sur place, on est dans un appartement, c'est-à-dire à part nous, les entraîneurs et quelques sparring. D'ailleurs, il y a Amil qui est venu et le camp se passe bien, hein, le camp se passe bien, on est entre nous, franchement, ça va, c'est tranquille. C'est différent que la Bulgarie, bien sûr, hein. On n'a pas aussi les sparring qu'on avait là-bas, hein. Mais ça va, ça se passe tranquille, hein. De toute façon, il a déménagé là-bas, il faut s'adapter, il va avoir un enfant. Benoît, il aime bien faire tout en même temps, hein. Je sais pas, il aime bien être surchargé, hein, c'est comme ça, ils sont peut-être bien comme ça, tu vois, donc voilà, quoi. En fait, coach, c'est l'adaptation, quoi. Mais à partir du moment que tu as ton noyau, t'arrives toujours à te débrouiller, en fait. Mais justement, en parlant de ce noyau, on sait que tu as plusieurs combattants. Tu as Mathieu, tu as Romain Desbiènes qui vient de mettre un très gros KO au Bellator. Tu as Jorik Montagnac, bon, malheureusement, qui vient de s'incliner. Mais j'en oublie certainement, mais tu as quand même un noyau dur. Est-ce que tu les ramènes avec toi, bah, notamment là à Bayonne? On sait que tu as Mathieu Leto Duclos avec toi. Ou est-ce que bah, tu es obligé un petit peu de les délaisser, entre guillemets, pour te consacrer là, pleinement à la préparation de Benoît? Comment ça se passe? Ben, ça dépend. Par exemple, pour Mathieu, comme il combattait, donc il est avec moi, mais c'est vrai qu'il y en a qui restent un petit peu sur le carreau, hein. C'est la réalité. Parce en fait, comme on n'a pas de salle, on est itinérant. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon, c'est pour ça que c'est important d'avoir, comme je dis toujours à mes combattants, d'être toujours entraîné. Comme ça, après, quand ils viennent, on peut enchaîner, et arriver à faire un bon travail. C'est vrai que c'est un peu ça paraît incroyable, hein, quand on combat à ce niveau-là, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. C'est l'adaptation. Des fois, on a tous les ingrédients et ça se passe mal, et des fois, on n'a pas tous les ingrédients et ça se passe bien. À partir du moment qu'on est bien entouré, puis il faut savoir que c'est un entraînement un peu, on va dire, c'est artisanal, on est entre nous. Donc, c'est pas des salles où t'as 50 gars. Je sais pas si tu te rappelles quand on était en Bulgarie, c'était bien, il y avait beaucoup de sparring, il y avait beaucoup de monde. Là, on n'est pas beaucoup, on est entre nous, c'est un petit comité, donc le travail, on perd pas de temps, on est très efficace dans ce qu'on fait. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui restent sur le carreau. Mais bah, c'est comme ça. Par exemple, le Brésilien Emerson, qui va combattre au MMA-GP, on l'a un peu délaissé, quoi. Parce que bon, il n'a pas pu se déplacer à Bayonne, quoi. Il travaille, donc c'est assez compliqué. Par contre, Romain, il est venu, et là, il vient cette semaine, Romain. Et je pense que Romain aussi il va venir aussi au Maroc pour le stage de Guillaume. Donc voilà, on va s'adapter, hein. Quand tu as un combattant comme ça de ce niveau-là, justement, qui s'entraîne de cette manière-là, un peu de manière itinérante et quoi, c'est quoi l'objectif à l'UFC sur le moyen terme? Est-ce que c'est d'arriver le plus rapidement
dans un top 5 de la catégorie qui est très, très, très chargé, ça c'est particulier, ou de vraiment avancer étape par étape? Ah non, non, c'est avancer étape par étape. Je ne me projette pas du tout. Alors là, ça, c'est la grosse erreur que font beaucoup de combattants. Je le vois même quand ils passent dans les médias, ils te parlent d'UFC, ils te parlent de je sais pas quoi, ils te parlent de ceinture. Hein, mais les gars, il faut se concentrer combat par combat. On avance combat par combat, on voit après. Par exemple, là, Benoît, il arrive en fin de contrat. Déjà, faut qu'il tape le mec et on verra après ce qui va se passer. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri. L'UFC, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, il faut se concentrer vraiment sur ce qui arrive. Pas parce qu'en fait, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Je veux dire, il faut y aller mollo, quoi. Surtout quand on est à l'UFC. Hein. Puis même à n'importe quel niveau, on a vu que ça, en plus, ça te porte la poisse. Quand tu te projettes trop loin, généralement, tu vas nulle part. Il faut se concentrer sur l'essentiel, ce qui arrive. Là, pour nous, c'est bon fille. Pour moi, l'UFC Paris, je calcule même pas. Je suis pas intéressé. Pour l'instant, je D'accord, suis intéressé au 1er juillet à Vegas. excellent. D'accord. Et tu parlais du contrat, justement. Moi, c'est un point de vue c'est un aspect qui m'intéresse dans le sens où bah, on sait que Benoît Saint-Denis, il est en 2-1 à l'UFC. Moi, je souhaite qu'il gagne, mais malheureusement, s'il perd, il sera en 2-2. Même si on sait que sa première défaite, c'était contre quelqu'un de dopé, il a rendu service à l'UFC dans une catégorie au-dessus, il a pris beaucoup de dégâts. C'est un guerrier, tout le monde le sait. Mais malgré tout, est-ce qu'il risque pas, parce qu'on sait que les contrats UFC, c'est 4 combats, est-ce que vous avez déjà négocié quelque chose? Peut-être Guillaume Pelletier a négocié quelque chose avec l'UFC pour la suite, ou alors c'est vraiment ce combat qui va peut-être définir la suite de la carrière de BSD à l'UFC? Guillaume avait essayé de négocier justement au bout du troisième combat pour pouvoir refaire le contrat et ils avaient refusé quoi. Ils voulaient voir le dernier combat. Donc là, voilà quoi. Bah, il faut faire le dernier combat hein, et on verra après. En fait, on sait pas. Hein, on sait pas avec l'UFC. C'est-à-dire que ouais, c'est en fait, on se concentre vraiment sur le fight. Après, je veux dire, on peut pas anticiper ce qui va se passer. Voilà. Donc, mais là, il reste qu'un combat. Il y a pas d'autre contrat. S'ils le tapent, ils peuvent re-signer. S'ils perdent, ça se trouve, ils le re-signeront pas ou ils le re-signeront. Ça, on ne sait pas. Hein. Ah ouais, c'est très intéressant que ce que tu viens de nous révéler, c'est qu'ils ont refusé, ils attendent de voir le dernier combat. Donc vraiment, c'est que ce dernier combat, il sera significatif et à prendre en compte, victoire ou défaite. Voilà, C'est mais en très fait, ce qu'avait intéressant. dit Shelby, ce qu'avait dit que c'était en fait qu'il y avait énormément de monde dans la catégorie. Donc, parce que normalement, moi j'ai discuté avec beaucoup de managers. Certains managers arrivent à, par exemple, sur un contrat de 4 combats, arrivent à refaire signer au bout du deuxième combat, voire du troisième. Et là, ils n'ont pas accepté. Je ne sais pas pourquoi. Hein, donc, et parce que peut-être il y a énormément. Voilà, c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait énormément de combattants. Donc maintenant, on va voir. Hein. Après, voilà, on peut pas, comme on dit, on peut pas anticiper. Hein. On n'est pas dans leur tête. Des fois, ils ont des plans un peu curieux, mais je pense que quand même, Benoît, c'est une valeur sûre. Ils aiment bien. C'est un combattant qui va de l'avant. Il fait Ouais. du spectacle. Déjà, il a déjà gagné un bonus. Et bah, je pense qu'il le kiffe. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bon, voilà. Quoi. De toute façon, pour l'instant, il faut qu'on tape bon film. C'est ça. Et justement, en parlant de bons films, toi qui as, on va dire, un certain historique, hein, qui a une histoire avec le Brésil, est-ce que tu as déjà eu des échos? C'est un combattant avec lequel tu es plutôt familier ou pas du tout? Euh, vis-à-vis par rapport, enfin, différemment du grand public. C'est-à-dire, est-ce que toi, t'as eu des échos de certains coachs, de certaines personnes, vis-à-vis de ce combattant-là, comme quoi il était particulièrement dangereux ou pas du tout? Non, pas du tout. Lui, il est de Brasilia. Je connais pas du tout sa team. Non, pas du tout. Par contre, l'avantage qu'on va avoir, c'est que avec le coach de sol, que c'est un vocal, nous, on parle portugais couramment. Hein. Donc nous, en plus, c'est à l'Apex. L'Apex, c'est tout petit, il n'y a pas trop de bruit. On va anticiper tout ce qu'ils disent. Hein. Donc Excellent. ça c'est un plus. Et en plus, la cage est plus petite. Pour ce qu'on a envie de mettre en place, c'est plus intéressant que dans une grande cage. Donc non, non, on a nos atouts nous aussi. Ça va nous servir le portugais là. Ouais, bah c'est très intéressant. Et puis moi, j'avais préparé cette question justement, ta proximité avec le Brésil, avec le Portugais, dans le sens où tu pourras comprendre, comme tu viens de nous le révéler. Tu nous as dit, ça va être intéressant pour ce que vous voulez mettre en place. Donc je me doute bien que tu vas pas nous révéler exactement votre game plan, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre comme d'habitude? Mais honnêtement, ça va être une guerre parce que même en striking, nous, on va pour lui faire mal. Hein. Et c'est pas parce qu'il a mis un coup de genou sauté, il est là, voilà quoi. Il a 2 bras, 2 jambes, on le respecte, mais Benoît, on y va pour gagner. Hein. Et je peux vous dire il va faire face il va faire face à, Bonfils va faire face à Benoît et Benoît, c'est pas facile. Et il le sait. Hein. Il le sait parce qu'il a vu le combat contre Élisée Dos Santos. Élisée qui est une catégorie au-dessus, qui tape beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus dur. Et il sait très bien qu'il tombe quand même aussi sur un os. Hein. C'est pas. Voilà quoi. Je veux dire, nous, on le respecte. On sait que ça va être très dur.
mais on va le prendre dans tous les domaines, hein. On va essayer voilà, essayer de le perturber dans tous les domaines, dans le MMA, que ça soit debout, que ça soit en lutte, que ça soit au sol. Voilà, quoi. Benoît, il est prêt, de toute façon. Là, il reste encore une semaine d'entraînement, après on part à Vegas, et voilà. Pour moi, Benoît, il fait partie des combattants les plus spectaculaires, si ce n'est le plus spectaculaire dans la cage, en tout cas les plus divertissants. Est-ce que là, on sait que ça va être moins le cas sur ce dernier combat qui va être déterminant, mais à chaque fois que vous rentrez dans la cage de l'UFC, est-ce que vous avez aussi une dimension d'obtenir, par exemple, un bonus à chaque fois en plus de la victoire ou vraiment uniquement centré game plan? Parce qu'on sait que c'est pas tous les entraîneurs qui ont la chance d'avoir des combattants aussi généreux dans la cage. Non, nous, on se concentre pas sur le bonus parce que je pense que c'est une erreur, sinon on passe à côté du fight, hein. Sauf que Benoît, son style amène au bonus. Parce qu'en fait, c'est un combattant engagé, comme le style de Bonfi. Bonfi amène au bonus. C'est des gars, quoi qu'il arrive, on a vu beaucoup des combattants comme ça qui avaient tout le temps des bonus. Ouais. Cowboy, Ouais. il y a des gars, c'est comme ça, c'est par rapport à leur style, t'es sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais non, 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 on se concentre pas sur le bonus. Si le bonus doit arriver, il arrivera. Parce que ça aussi, c'est aléatoire. Rappelez-vous, contre Elisée dos Santos, ils ont fait un combat incroyable. Il aurait dû avoir un bonus. Le bonus n'est jamais arrivé. Parce que justement, c'était un UFC numéroté. Et généralement, les UFC numérotés, ils donnent pas les bonus aux prélims. Ils donnent le bonus aux top qui sont. Voilà, bah, c'est normal, hein. C'est la hiérarchie. Et là, non, non, on cherche pas le bonus. Nous, on cherche vraiment la victoire, hein. C'est tout, hein. Donc toi, bah, c'est un bon état d'esprit, je trouve, se concentrer vraiment sur la victoire et puis bah, si le bonus il viendra s'il viendra. C'est un peu comme le chaos, quand tu le cherches, tu le trouves pas, mais quand tu poses, Exactement. mais quand tu, Exactement pareil. quand tu poses ton jeu, tu le trouves. Tu nous as dit tout à l'heure que tu t'en foutais un peu pour l'instant de l'UFC Paris, tu voyais au jour le jour et puis tu voyais étape par étape, mais quand même, moi je me dois de te poser la question. On sait que l'année dernière, Benoît Saint-Denis, il avait combattu, il me semble, le 4 juin. Il avait combattu le 4 juin. Donc, c'était un petit peu dans les mêmes eaux que cette année. Donc, c'était un mois avant. Et il avait combattu aussi à l'UFC Paris. Est-ce que tu as déjà. Bah, tu nous as dit non, le contrat n'a pas encore été renégocié. Mais est-ce que toi, pas forcément en discussion avec l'UFC ou les managers, mais est-ce que toi, dans ton fort intérieur, t'espères voir un Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris? Et si oui, contre qui quel adversaire pourrait te faire envie pour s'opposer à Benoît Saint-Denis à Paris? Ben, honnêtement, je sais pas pour l'adversaire, mais bien sûr, si Benoît n'a pas de blessure, parce qu'il faut voir aussi le déroulé du combat, quoi. S'il Ouais. termine rapidement ou s'ils font une guerre et il est pas blessé, il le sent, Benoît, il va enchaîner direct l'UFC Paris. C'est sûr que de combattre à la maison, c'est beaucoup mieux. Déjà en termes bah, de salaire, hein, déjà t'as pas les 30% à payer aux US, hein. Donc ça aussi, ça fait mal. Et en plus, t'es à la maison, quoi. On a vu l'ambiance qu'il y avait l'année dernière à l'UFC Paris. C'est incroyable, bien sûr. C'est toujours plaisant d'être à la maison. En plus, je pense que là, il pourrait être peut-être dans le même card. Donc, ouais, pourquoi pas. Maintenant, l'adversaire, je sais pas, hein, il y a tellement de gars en 70 que, mais bon, ouais, ça serait à voir, quoi. Et toi, est-ce que tu peux nous en parler justement de cette. Parce que nous, on l'a vécu du public, cette atmosphère à l'UFC Paris que tu nous décris. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu peux nous en parler en tant que coach dans les vestiaires? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Puisque, on le sait, tu as fait des coins comme Anderson Silva, Lyoto C'est Machida, ça. etc. Donc, tu as l'habitude des grands rendez-vous. Est-ce que c'était vraiment spécial, cette UFC Paris? Pas spécialement, parce qu'en fait, l'UFC, c'est l'UFC, hein, que tu ailles dans n'importe où, n'importe quel pays, c'est le même format. Ce qui était perturbant, c'était sa blessure. On savait pas ça, c'était très perturbant. Ça avait été perturbant dans le camp, ça a été perturbant le jour du combat, ça a été perturbant tout le temps. Par contre, une chose, oui, qui est sûre, c'est que quand on est rentré dans l'arène. Ça, par contre, ça, c'était incroyable. L'émotion, le bruit, quoi. Mais j'ai halluciné, quoi. Ça me rappelait des grands combats, justement, avec Anderson, ou avec Machida, ou même quand j'étais avec Dan. Non, j'avais même des frissons, quoi. Et c'est vrai que ça te donne une force. Par contre, il faut faire attention, hein, comme je dis, le public qui te pousse, c'est très bien, mais il faut toujours rester concentré. Parce que quand tu es trop poussé comme ça, tu as tendance à vouloir aller de l'avant, terminer rapidement le combat, et tu fais beaucoup d'erreurs techniques. Donc, c'est dur de pas être, de rester concentré quand on a toute une arena avec vous. Mais franchement, ouais, c'était magnifique. Surtout que le finish, là, derrière, ouais, Ouais. c'est vrai qu'on a envie de le revivre, hein, pourquoi pas. Il avait pris le bonus, hein, d'ailleurs, il me semble. Ah ouais, il avait plus le bonus, ouais, donc ça, Ah c'était encore ouais. mieux. Ça, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Mais Après, tu ouais, pars en vacances, c'était bien, quoi.
Mais c'est vrai que le public français, ça, faut quand même nous le rendre. On est taquin, il y a des petites guéguerres, mais à l'UFC Paris, on était là. À l'UFC Paris, on Ah, était là. franchement, là, non, Et c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Franchement, là, c'était. ouais, il y a des petites J'avoue, là, guéguerres à c'était. gauche, à droite, mais à l'UFC Paris, Ouais. on était qu'un. Donc, Tous derrière les Français. Ouais, c'est vrai que c'était bon. C'était bon. voilà. Là, on parle du UFC Paris, on parle de gros événements, on parle quand même de la Ligue des Champions pour les néophytes du MMA, la meilleure ligue au monde. Et c'est quand même du chemin parcouru que tu as fait avec Benoît Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous parler un peu des caractéristiques que tu as vues spéciales chez lui, par exemple, juste après cette détection au Venom Training Camp, lorsqu'on revient en arrière, qu'est-ce que tu as vu de spécial chez lui que tu n'as pas vu chez d'autres combattants, sachant qu'il n'avait pas forcément d'expérience professionnelle? Mais en fait, et pas que moi, hein, il y en a plein qui ont vu ça. Ce qui m'a interpellé, c'est que moi, je l'ai mis avec des gars chevronnés, quoi. Avec des gars déjà qui avaient des 20 combats en MMA. Donc, tu mets un novice comme ça, le gars, il n'a jamais combattu, et il fait front à des gars et il se débrouille dans tous les domaines, c'est-à-dire en strike, au sol, en lutte. Eh ben, tu te poses des questions, quoi. Et en plus, simple, il est dans son coin, ça joue pas trop. Franchement, je l'ai repéré tout de suite, quoi. J'ai dit, il a quelque chose. Et on l'avait pas choisi à la base, lui, hein. On en a choisi quatre, D'accord. parce que c'était quatre. Mais quand je le regardais, on en a discuté après. J'ai dit, non, il faut quand même. Allez, on va le ramener, on va voir ce que ça donne, quoi. Et franchement, ça a payé, hein. Et non, franchement, ouais, il nous a tapé à l'œil, quoi. Ouais, il a tapé à l'œil, quoi. Mais des fois, c'est un ressenti, hein. On aurait pu se tromper, mais en fait, on s'est pas trompé, quoi. Non, Vu bah, du Paris. c'est clair que faut quand même te rendre ça. Tu as eu l'œil. Tu as eu l'œil parce qu'il y avait enfin, je ne sais combien de combattants qui étaient venus faire le test et avoir retenu seulement quelques combattants, dont Benoît Saint-Denis, c'est vraiment que faut quand même te rendre ça. Tu as eu l'œil. Tu as eu l'œil Ben, pour ça. c'est incroyable parce qu'en fait, moi qui voulais arrêter le MMA, surtout en compétition, j'en avais un peu ras-le-bol, de prendre un gars de zéro comme ça. Bon, il y a aussi le travail du manager, hein, qui est derrière, mais de prendre un gars de zéro, le façonner et le ramener C'est incroyable. 2 ans et demi après, combat à l'UFC, rien que ça déjà, Incroyable. même si ça s'arrêtait, c'est déjà, voilà, quoi, c'est déjà une victoire en soi, quoi, en fait. Donc là, maintenant, c'est que du bonus, hein, parce que bon, c'est incroyable, hein, l'aventure continue, on ne sait pas jusqu'où on va, mais bon, c'est plate, hein. Il faut prendre du plaisir, hein. Exactement. Bah, les gars, en parlant de bonus, on va parler d'un autre combat qui là va être à l'UFC Paris. Ah ouais. Ouais, tu arrête de sourire, Daniel, arrête de Ah ouais, sourire. ouais, c'est bon ça. Ah, j'ai vu l'affiche, ah, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Donc, du coup, on va clôturer ce podcast. On clôture ce Ok. podcast. Daniel, si t'as un petit mot, si t'as un petit mot pour la communauté ou même pour tes actualités combattants, on clôture juste ce podcast. Après, on enchaîne avec l'autre sujet. La parole est à toi. Alors déjà, je voudrais remercier tous les gens qui m'envoient des messages, hein, parce que ça fait vraiment plaisir. Je commence à être un peu plus reconnu en France. Et bon, franchement, c'est un honneur. Et merci à tous ceux qui m'encouragent, hein, parce qu'il faut le dire, hein, je reçois beaucoup de messages de tout le monde, quoi. Et bon, ça fait plaisir. Et puis, bon, merci pour l'invitation aussi, hein. C'est le top, quoi. Merci à toi, merci à toi. Donc, du coup, Merci les à toi. gars, on se retrouve tout de suite. Donc, n'hésitez pas, hein, parce que n'hésitez pas, là, il y a les réseaux sociaux de Daniel Warin juste en dessous de sa POV. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram, à lui donner de la force. Continuez parce qu'il mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Et voilà, on se retrouve pour parler de Cyril Gane contre Sergei Spivak. C'est dans le prochain podcast.